Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous faisons tous l'expérience de la contemplation quand quelque chose de beau vient à nous. Mais comment aller plus loin? Comment suspendre notre regard ordinaire sur ce qui nous entoure et parvenir finalement à voir l'indicible? C'est à cette expérience que nous vous convions aujourd'hui, une expérience double, à la fois artistique et bouddhique, que va nous décrire notre invité Damien Brohon. Nous évoquerons ainsi les percées dans le quotidien qui peuvent nous amener à une autre forme de connaissance. Puis nous verrons comment l'art peut être une voie vers l'absolu pour celui qui le pratique comme pour celui qui le contemple. Damien Brohon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agrégé en arts plastiques, une matière que vous enseignez au lycée en région parisienne, ainsi que l'histoire de l'art. Oui. Vous êtes aussi pratiquant bouddhiste dans les traditions Kagyu, Nyingma et Bön, dans le bouddhisme tibétain. Vous donnez d'ailleurs des conférences à l'Institut d'études bouddhiques de Paris. Et puis, j'ajoute que vous avez écrit récemment un livre, Au travers du visible, Parcours du regard, un livre qui parle justement de cette double expérience sur le regard et sur le bouddhisme et qui a permis de construire cette émission. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours, justement, qui mêle art et bouddhisme? Oui, c'est un parcours où très tôt, j'ai combiné à la fois une recherche artistique, des études artistiques, une pratique aussi dans ce domaine. Et puis, j'ai suivi des enseignements traditionnels dans les trois lignées que vous mentionnez, donc Kagyu, Nyingma et Bön. En même temps aussi que des cours à l'université, aux langues orientales sur ces sujets. Et puis, j'en suis arrivé à un moment à la volonté de faire se rencontrer ces deux types de connaissances, et j'ai donné un certain nombre de conférences sur l'art et la spiritualité, ou l'art et le dharma, et c'est ça qui progressivement a mené à ce livre. Oui. Voilà. Quel lien, justement, vous faites entre la pratique de l'art et la pratique du bouddhisme, que ce soit au quotidien ou plus généralement? Je dirais que c'est deux façons de mettre en suspens nos habitudes. En fait, on a plutôt tendance à vivre les choses sous forme de routine cognitive, émotionnelle, où on reproduit sans cesse les mêmes schémas. Et la pratique de l'art et sa contemplation, comme la pratique du bouddhisme, dans la méditation, les enseignements qu'elle propose, mettent en suspens ces habitudes et créent une ouverture vers une dimension infiniment plus vaste et profonde de la réalité. Donc ce serait vraiment ça le point commun. Et donc la possibilité d'un dialogue entre ces deux approches. C'est-à-dire qu'effectivement, le point de départ de votre livre, c'est que nous voyons tous quelque chose en permanence, mais qu'on est habitué finalement à identifier ce qu'on voit, voilà. Et c'est tout. Vous voulez nous faire apprendre à aller plus loin finalement. C'est ça, c'est-à-dire que habituellement on voit sans savoir qu'on voit. C'est-à-dire que le regard est naïvement et nativement extraverti. C'est-à-dire on voit les choses dont on a besoin, que l'on veut, que l'on désire ou que l'on souhaite éviter, mais on n'est pas conscient du regard lui-même. En fin de compte, on se perd complètement dans ce qui est vu. Et il y a la possibilité de sortir de ça. Et des fois, ça arrive comme une forme de miracle, sans aucun effort. Est-ce que c'est ce que vous appelez justement les percées? Voilà, c'est ça, ce que j'appelle les percées. Donc l'image de la percée, c'est comme une déchirure, une coupure qui peut se faire de façon brusque ou avec beaucoup de douceur, de coupure dans justement cette routine. Et on pourrait dire qu'il se passe plusieurs choses à ce moment-là. Il y a une certaine disponibilité intérieure, il y a peut-être quelque chose qu'on voit qui est beau, qui est étrange, qui est émerveillant, comme un coucher de soleil, hein, c'est l'exemple par lequel le livre commence. Et à partir de là, on va mettre en suspens nos habitudes, on va retourner l'attention et voir le regard lui-même et laisser être tout ce qui est à ce moment-là. Et c'est ça que j'appelle effectivement des percées. Je peux lire le... Exactement, voilà. Si vous pouvez nous donner un exemple que vous avez écrit. Donc c'est le premier paragraphe du premier chapitre, hein, donc c'est vraiment à l'ouverture du livre. Donc fin septembre, en début de soirée, je rentre chez moi, l'esprit occupé par ma journée de travail. C'est perdu dans mes pensées que je passe au supermarché faire les courses pour le dîner. En sortant, je lève les yeux et mon bavardage intérieur est stoppé net. Le soleil se couche, pile dans l'axe de la rue. Les immeubles muets en or pur tracent une voie directe vers l'astre. Sa splendeur, soudain si proche, rayonne de l'œil jusqu'au cœur. Tout est transfiguré. Cela n'a tenu qu'à un regard.
Voilà, donc c'est un exemple. Parmi d'autres, j'en raconte quelques-uns dans le livre, comme une invitation à chacun de retrouver ça et d'y prêter attention. Parce que souvent, on revient, entre guillemets, à la normale et on perd de vue cette magnifique ouverture. C'est-à-dire qu'on n'en fait rien, en fait, en réalité, c'est ça? On n'en fait rien parce qu'on n'a pas d'outils ou de perspectives qui nous permettent de comprendre que ce n'est pas simplement une expérience éphémère, que c'est en fait un accès à un autre mode de connaissance. Hein. Justement, l'art, la poésie, philosophie occidentale aussi parfois, et puis naturellement le dharma nous donne des instruments pour comprendre ça. Alors, justement, dans votre livre, vous insérez des reproductions de tableaux, d'œuvres contemporaines, qu'on ne connaît pas d'ailleurs forcément. Oui, tout à fait. Qui sont assez rares. Oui. Et qui sont là, non pas comme illustration, mais plutôt comme peut-être provocation, pour provoquer quelque chose chez le lecteur. Exactement. Des reproductions qu'on peut voir en ce moment dans l'émission. Très bien. Exactement. C'est-à-dire que ce sont des artistes contemporains. C'était vraiment le choix qu'on a fait avec l'éditeur, donc Vue de l'Esprit, de montrer le travail d'artistes qui ont tous, d'une façon ou d'une autre, chacun cette façon, cette dimension spirituelle ou contemplative de l'art. Et les images arrivent pour provoquer l'équivalent de ce que j'ai appelé des percées. C'est-à-dire qu'il y a le texte qui a sa propre logique, et puis brusquement l'image survient, provoquant une ouverture, provoquant la possibilité d'un autre regard. Et effectivement, pas de façon illustrative, mais en profonde résonance avec le texte, par contre, parce que c'est le même propos. Est-ce que, justement, il y a une façon, une méthode, hein, peut-être, pour faire perdurer ces moments qui vont au-delà de la contemplation? Est-ce qu'il y a un entraînement? Oui, alors on pourrait dire que l'entraînement, c'est de prêter attention à tout ce qui nous entoure sans cesse, dans l'esprit de la pratique bouddhiste de shamatha, du repos calme, où en fait ce qu'on calme, c'est précisément cette tendance à l'identification, cette hâte à vouloir s'emparer de tout ce qui nous entoure et de le classifier en bien, mal, etc., mais d'apprendre à être présent à ça. Et puis, autre chose, ce serait, et c'est assez développé dans le livre, une approche analytique, celle de Vipassana, la vision claire, et qui va nous montrer comment on construit notre regard. Et comment on ne voit pas les choses mêmes, mais que ce qu'on voit finalement est le produit de toute une construction. Hein. On retrouve cette notion bouddhique de la coproduction conditionnelle. Ce qu'on voit est influencé par ce qu'on entend, par ce qu'on connaît, etc. Et tout ça est un jeu mouvant et qu'on peut voir aussi avec cette vision claire qui nous permet de nous déprendre de la force de nos habitudes et de commencer à voir en perspective, dans une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouverte, qui peut déboucher sur une compréhension de l'absolu. Vous nous révélez dans ce livre quelque chose qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a de grands plasticiens, grands artistes du XXe siècle qui ont été conduits par une quête de l'absolu pour pouvoir peindre. Tout à fait. Vous donnez des exemples? Oui, absolument. Cette grande innovation qui est l'art abstrait a souvent été pensée par des gens, Kandinsky, Mondrian, František Kupka, qui avaient une véritable quête spirituelle et qui faisaient de leur peinture le moyen de cette quête. Et ce qui les a amenés à l'abstraction, c'est la volonté d'un rapport le plus pur et le plus direct possible à l'absolu. Et ça, effectivement, les choses ne sont pas toujours présentées comme ça, mais quand on se penche sur les écrits de ces auteurs, je pense notamment à Kandinsky, dans son livre Regard sur le passé, ou du spirituel dans l'art, c'est tout à fait clair. Donc c'est là où le dialogue avec le bouddhisme est intéressant, parce qu'il va nous permettre de révéler aussi certains aspects de notre propre culture, y compris notre culture moderne. Hein. C'est vraiment un livre qui est fait pour pouvoir créer ce dialogue et que l'un, l'autre, donc le bouddhisme et la tradition occidentale et la modernité occidentale puissent s'éclairer. Ça veut dire que émanent quand même des œuvres, quelque chose qui transparaît de la quête de la spiritualité de celui qui a œuvré? Tout à fait. Tout à fait. Ça, on va dire que ça dépend des formes d'art, ça dépend aussi des dispositions du public, mais il y a tout à fait cette possibilité. Je pense que là, les artistes que j'ai cités, c'est plutôt des artistes du début du XXe siècle. Je pense des artistes comme James Turrell, un artiste américain qui crée des environnements lumineux, qui crée vraiment les conditions pour une expérience méditative très forte. Je pense aussi à Eliane Radig, une compositrice française, qui fait des environnements musicaux, sonores, qui permettent vraiment de prendre conscience de l'écoute.
C'est-à-dire qu'il y a tout un pan, on pourrait dire, de l'art moderne ou contemporain qui développe ce qu'on pourrait appeler une forme d'art de la lucidité. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que l'art apporte une forme de clarté. L'art peut amener une forme de clarté, parce qu'il nous rend conscient de l'expérience qu'on est en train de vivre. Parce que si je marche dans la rue pour aller quelque part, j'ai un regard purement utilitaire. Mais le simple fait d'aller au musée, je ne peux plus avoir ce type de regard. Je vais voir pour voir. Et puis, il y a en particulier des œuvres qui sont, comme ça, on pourrait dire, de véritables laboratoires du regard, qui créent les conditions pour que ce regard devienne conscient de lui-même. Et donc là, on rejoint la pratique méditative. C'est vraiment une ouverture sur cette pratique méditative. Et là, la compréhension qu'amènent les grandes traditions contemplatives, ici on parlera plus naturellement du bouddhisme, et puis c'est ça dont je parle dans mon livre, mais il en est d'autres, crée cette compréhension très profonde de ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi une pratique finalement libératrice ? Oui, ça c'est vraiment un des points centraux du livre, c'est-à-dire que habituellement, communément, on appelle connaissance une connaissance à la troisième personne, c'est-à-dire qui décrit les qualités objectives de tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, on se l'applique aussi parfois à soi-même. Pour parler de ce qu'on ressent, on va parler de ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui est une façon d'objectiver notre expérience. Et effectivement, cette connaissance-là est mise en suspens pour laisser place à une expérience à la première personne, qui est une connaissance directe, qui est ce qu'on appelle dans le bouddhisme, dans les pramanas, les moyens de connaissance valides, une perception directe, et qui est celle qui est vraiment libératrice. Dans le bouddhisme, il y a une place pour les concepts, mais c'est jamais que transitoire. C'est censé laisser la place à un moment à une perception directe. Et c'est précisément ça qu'on peut expérimenter dans l'art, dans la méditation, et c'est une forme de connaissance qui a toute sa validité, qui n'est pas une subjectivité, qui n'est pas pure subjectivité, qui peut se transmettre de maître à disciple, par exemple, dans le cadre du bouddhisme, avec beaucoup de précision. Est-ce que, et ce sera le mot de la fin, oui, est-ce que finalement l'art est une forme de voie vers l'éveil ? Déjà, traditionnellement, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que si vous regardez un peintre de Tanka, sa pratique de l'art est une voie vers l'éveil. Si vous regardez un peintre d'icône, sa pratique est une voie vers la sainteté. Dans un cadre traditionnel, c'est toujours le cas parce que l'art est toujours intégré dans une visée spirituelle, dans une visée libératrice. À l'époque de la modernité, eh bien, on voit qu'effectivement, certains artistes veulent aller dans ce sens, aussi bien dans ce qu'on pourrait appeler l'art moderne que dans l'art contemporain. Par ailleurs, certains de ces artistes se sont aussi engagés très sérieusement dans des chemins spirituels. Je pense à un plasticien français, Robert Filiou, par exemple, ou un poète américain comme Allen Ginsberg, ou Jonathan Harvey, un musicien, qui se sont engagés dans des voies parce que justement leur art leur a fait toucher cet absolu. Leur art a offert à autrui l'occasion de le toucher aussi, et ils se sont engagés dans ces voies comme moyen de réaliser tout à fait, en fait, d'aller jusqu'au bout de ce qui avait été intuitionné, on pourrait dire, ou vu de façon éphémère pour aller jusqu'au bout de cela. Voilà. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Damien Brouon, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci de votre invitation. Merci. Pour continuer cette émission, et avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Au travers du visible, un parcours du regard de notre invité Damien Brouon aux éditions Vue de l'Esprit. C'est donc le livre qui nous a permis de construire l'émission. Une enquête passionnante sur ce que peut le regard dans sa dimension contemplative. Jalonné d'exemples concrets et d'illustrations de tableaux contemporains, cet essai propose d'explorer et d'initier les moments où le regard se détache de sa fonction utilitaire pour toucher l'absolu. Donner à voir le silence, Esprit de Chan, peinture spirituelle de Jérôme Hédou aux éditions Almora. Habiter le moment présent de Sandy Hinzelin aux éditions Le Prunier Sully. Voilà, l'émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme de France.tv durant un mois. Excellent dimanche à tous et bonne semaine. Merci.